bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau mag LFNA TV. On vous a concocté une belle émission axée sur le football féminin et plus particulièrement sur son développement en Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire, cette semaine dans le mag, direction Saintes pour découvrir le district de Charente-Maritime. Nous partirons à la découverte de Saint-Pantaléon de l'Arche, un club qui a pour objectif de gravir les échelons. Enfin, nous irons également en Charente pour retracer l'histoire du club féminin, l'AJ Soyaux. Et pour commencer, j'accueille nos invités sur LFNA TV. José Torres, président des Bleuettes de Pau. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et notre second invité est Pascal Lamanière, référent féminin du FCE Mérignac-Arlac. Bonjour. Bonsoir. Plutôt bonsoir, oui. Merci messieurs d'être avec nous, de pouvoir parler du football féminin. On va commencer cette émission par un sujet sur le district de Charente-Maritime. Alors l'équipe LFNA TV s'est rendue à ce district. Pierrette Barrault, présidente et réélue en 2020, est la seule femme à diriger un district en Nouvelle-Aquitaine. Alors quel est donc son rôle? Élément de réponse avec Axel Toudic. C'est une petite entreprise. Et une petite entreprise parce que, nous sommes employeurs, puisque nous avons donc des salariés. Et donc, à ce jour, j'ai presque quand même 16 000 licenciés. Donc, c'est très, très important. Et c'est vrai que chaque district a vocation d'organiser les compétitions, donc que ce soit des jeunes, des seniors, des féminines, de s'occuper de toute l'organisation, donc de faire travailler toutes les diverses commissions. Comme je vous ai dit, nous en avons un certain nombre que l'on retrouve dans tous les districts. Bien sûr, la commission donc féminine qui est importante, la commission des jeunes, la commission donc des championnats, toutes les commissions d'arbitrage également, commission d'appel, commission de sponsoring, commission des délégués, la commission technique. Donc, il faut manager tout ça, mettre tout en musique pour que tous les week-ends, nous trouvons sur notre territoire départementales et régionales des compétitions de jeunes, de féminines. Donc c'est beaucoup de travail. Il faut absolument qu'on trouve des arbitres. Et quand on les a trouvés, il faut bien sûr les former, mais ça c'est du ressort de la Ligue Nouvelle-Aquitaine avec des formations bien spécifiques, et il faut surtout les fidéliser. Donc on a des problèmes puisque nous avons donc nos compétitions tous les week-ends pour les matchs de seniors et de jeunes, et malheureusement maintenant nous avons un déficit d'arbitres. Donc si on ne travaille pas tous ensemble, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on innove, il faut qu'on trouve des solutions, aller dans les écoles, aller dans les facultés, et également que les présidents, si chaque président pouvait former un seul arbitre supplémentaire, on arriverait à couvrir tous les matchs. Je suis au district depuis une douzaine d'années maintenant. Et puis ici, je suis une administrative qui s'occupe essentiellement de la comptabilité. Je gère aussi les commissions de discipline et d'appel. Je prépare les dossiers, je saisis les cartons, je m'occupe des joueurs suspendus. Je m'occupe aussi du site internet, de la communication donc en général, la boîte mail, pour en oublier. Je gère aussi un peu les subventions, le FAFA, etc. C'est moi qui suis les dossiers. Enfin, je suis pas les dossiers, je saisis quand il y a besoin de saisir. Et... C'est vrai qu'au niveau donc de la présence féminine, maintenant nous sommes 4 en France. Donc sur 91 districts, il y a 4 femmes, donc on est loin de la parité. Je sais qu'il y a un projet au niveau des instances, mais de l'État, d'augmenter le pourcentage de présence féminine et d'atteindre, je dirais, un quota, c'est un terme que j'aime pas tellement, de 25% donc dans les comités de direction. Il faut savoir qu'actuellement,
actuellement, notre comité de direction comprend 24 personnes et je n'ai que 4 personnes, dont moi. Donc on n'atteint pas donc, ce pourcentage. C'est vrai que là, il faut faire quelque chose. Bon, dans les chiffres actuels sur les 16 000 licenciés que j'ai, là, nous avons 330 dirigeantes. Donc c'est vraiment des dames qui participent, mais vraiment qui ne sont pas simplement derrière le comptoir pour leur démarche. Il y a des présidentes de clubs, il y a également des secrétaires, des vice-présidentes, et il faut absolument que l'on forme davantage donc ces personnes à des postes de responsabilité. Moi, j'en connais des personnes qui ont été pendant un certain temps présidentes et qui malheureusement, en fonction, suite à leur activité professionnelle, la maison, personnelle, ont arrêté donc la présidence. Donc, c'est difficile. On va commencer avec José Torres. Qu'est-ce que cela représente pour le football féminin qu'une femme soit à la tête du district, selon vous? Pour moi, beaucoup de courage. Ça commence par ça déjà, qu'une femme arrive à prendre sa position et sa place dans un monde où il y a une majorité d'hommes qui régentent le sport. Dans la grande généralité, c'est souvent les hommes qui... Donc je trouve que c'est beaucoup de courage de sa part. Elle expliquait un petit peu son organisation qui, je pense, est un peu identique dans tous les districts, mais il faut avoir les épaules. Je trouve ça magnifique. Pierrette Barrault l'avait évoqué, ce problème de parité. On va rebondir avec Pascal Lamanière. Selon vous, qu'est-ce que cela représente pour le football féminin? C'est une très bonne chose. Il faudrait ça soit plus fréquent. Moi, ça fait très longtemps que je m'occupe de football féminin, mais c'est très 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 difficile de féminiser les sections féminines. Que ce soit les dirigeantes, trouver des dirigeantes, des éducatrices, c'est quelquefois souvent difficile aussi de trouver des éducatrices pour les écoles de football. Donc on fonctionne souvent dès les premiers temps avec des garçons. Et puis ce sont des joueuses qui petit à petit, à force de travail, on finit par les impliquer. Mais c'est très difficile de trouver des dirigeantes. Féminiser les encadrements d'équipes féminines, c'est très très compliqué. Donc on a mené des tas d'actions, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc c'est très bien qu'une femme soit présidente d'un district. Elle sera sûrement beaucoup plus sensibilisée que les hommes. Donc il y a des messages qui pourront peut-être passer plus facilement, des messages des équipes féminines qui pourront passer peut-être plus facilement. Justement, vous dites que c'est très difficile de féminiser. Quelles sont, selon vous, les autres actions qui pourraient faire bouger les choses, selon vous, Pascal Lamanière? Très sincèrement, là, vous répondre de suite, je ne sais pas trop. On a fait beaucoup de choses. C'est plutôt des... Moi, je dirais, selon mon expérience, ce sont plutôt des actions internes et un état d'esprit à avoir dans le club. Les filles sont très... accordent beaucoup d'importance à tout ce qui est convivialité, esprit familial. Et je pense que les mères de jeunes joueuses viennent beaucoup plus facilement dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il il faut pas avec elles parler de football, quoi. Elles viendront pas pour parler du football. Elles viendront pour encadrer leur fille, pour être avec elles, pour passer des moments avec les copines, mais dans un premier temps, féminiser les encadrements féminins, ça peut pas passer uniquement par le football, ça passe par autre chose. Ça passe par d'autres, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de vivre le football féminin. C'est pas du tout la même chose que chez les garçons. Et José Torres, vous êtes d'accord avec ce que dit Pascal Lamanière? Alors, oui, je suis d'accord dans un sens, mais pas tout à fait. J'en suis désolé. Mais moi, je pense que l'autonomie qui doit être donnée aux femmes et qu'elles doivent prendre d'elles-mêmes, parce que je crois que c'est souvent aussi ça qui manque à ce fonctionnement. Moi, j'ai décidé
il y a 2 ans de créer le club des Buettes. J'ai dit, un club, c'est pas une section, je n'ai pas d'une section au sein du club des Buettes, mais vraiment que les filles aient le champ bien ouvert pour qu'elles puissent créer leur identité, leur fonctionnement, leur manière de penser, et c'est ce que j'ai créé. Voilà, ça c'est ce que j'ai voulu faire vraiment mettre en place. Donc, j'ai des difficultés, oui, à trouver des éducatrices responsables, mais force est de dire qu'aujourd'hui, j'ai 5 filles, plus ou moins jeunes, qui se sont responsabilisées et qui ont pris les devants pour s'occuper des autres filles. Ça coûte beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus que pour les garçons, beaucoup plus que les garçons, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Voilà. Et une femme, un jour, à la tête du district Pyrénées-Atlantiques, vous en pensez quoi? Je ne suis que le président parmi tant d'autres, mais ça ne me dérangerait pas si elle œuvre pour le football quel qu'il soit, que ce soit pour les hommes, les femmes, les handicapés et les multi-besoins qu'il y a dans les Pyrénées comme dans les autres régions. On va revenir avec vous, messieurs. Mais avant, nous partons à la découverte du club Saint-Pantaléon de l'Arche. Une section féminine s'est créée en 2009 et depuis, elle ne cesse de grandir. L'objectif du club est d'accéder en R2, un club plein d'ambition que Cédric Gossens nous dévoile pour LFNA TV. Je m'appelle Philippe Cournil, je suis le président de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche depuis cette année. Le club de Saint-Pantaléon de l'Arche, c'est un club qui a à l'heure actuelle 430 licenciés, dont une centaine de filles. Il est situé, on va dire, en périphérie de Brive-la-Gaillarde. Le 17 octobre 2009, Philippe Machado a décidé de monter une section féminine parce que autour de nous, il y avait un club qui s'appelle la Cévarès qui avait commencé avec les féminines. Et donc, lui a ressenti un besoin de créer cette section féminine. Donc, le club a commencé gentiment à faire son petit chemin avec les féminines et a commencé ce jour-là. Le démarrage s'est fait par l'inscription de certaines filles et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et encore de l'ampleur, et puis maintenant, on se retrouve avec une section qui contient à peu près une centaine de filles. Il y a le FF qu'on appelle les toutes petites, on a les 14-17, on a les 10-13, on a on n'a pas de 18, par contre après on a les seniors et tout, on a à peu près toutes les catégories, sauf en catégorie 18 où on n'a pas encore d'équipe à 11. Au niveau de l'équipe féminine senior, nous avons créé l'équipe il y a à peu près 3 ans. Notre objectif, c'est bien sûr de gravir les étapes, c'est-à-dire de passer du district à la R2, voire à la R1. De toute façon, l'ADN du club et notre choix, c'est de monter les féminines au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce que on a toujours fait l'effort de faire de la formation au niveau des féminines et je ne conçois pas aujourd'hui que le club ne monte pas à un bon niveau à partir du moment où on a voulu travailler et former des filles pour arriver au bon niveau. Je me présente, monsieur Niffer Fabrice, j'ai 39 ans, je suis responsable de la section féminine du club de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche. Je suis fier d'être dans le football féminin. J'espère dans l'avenir continuer à former des futures joueuses. Nous avons déjà des joueuses qui sont intégrées des pôles espoirs féminines et des joueurs qui sont à Soyaux et au Girondins de Bordeaux. Nous, pour nos clubs, c'est une très grosse fierté. Donc, continuons à faire progresser nos joueuses. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, on a un club phare dans notre région. Chaque année, nous organisons la Girly Cup, c'est un tournoi national organisé par le club qui réunit les U11, U13 féminines, les 14-15 féminines et les 16-18 féminines. Donc c'est du football à 8, on le fait sur cette plaine ici, donc sur tous les terrains qui sont disponibles ici. Ça dure un week-end, donc ça permet de réunir, on essaie de travailler dessus pour réunir un maximum de clubs d'un certain niveau, parce que c'est un tournoi national.
Donc on essaie vraiment de contacter vraiment des gros clubs où il y a une structure féminine, où c'est assez important pour qu'on puisse faire vraiment un gros tournoi. Le format de la Girly Cup se passe sur plusieurs poules. Donc il y a plusieurs poules qui seront prêts, qui sont faits pour pouvoir organiser le tournoi correctement et sous forme des phases finales après. Cette année, on prévoit vraiment, on a des bonnes équipes. On prévoit vraiment, pourquoi pas, la gagner. Cette année, ça serait bien. Pascal, la manière, cette façon de développer un club, de créer une section féminine, est-ce que vous êtes sur cette même longueur d'onde? Ah bah oui, nous on a commencé, c'est le football féminin, alors là que c'est depuis 1974, et puis on a commencé comme ça. Donc là actuellement on a une section à force de travail et puis d'encadrer, créer des jeunes. Il y a réellement une demande de toute façon qui s'amplifie d'année en année. Nous on a une section avec 153 licenciés à peu près, 2 équipes seniors, une équipe U17 à 11, une équipe U15 à 11, une équipe U13, 2 équipes U11, donc une qui joue avec les garçons. Non, mais on a travaillé, c'est petit à petit, c'est le porte-à-porte, c'est les flyers distribués à la sortie des écoles, voilà, on a arpenté le trottoir, on a fait beaucoup de choses, des journées portes ouvertes, voilà, on récolte tout ce travail-là qui était très long, qui a coûté beaucoup d'énergie, effectivement, comme disait Monsieur Torres tout à l'heure, parce que chez les féminines, il faut dépenser une énergie qui est colossale pour arriver au même résultat que chez les garçons, c'est comme ça. Non, mais il y a des tournois. Nous, le tournoi chez nous est à l'étude. Il y a pas 36 façons de développer une section féminine, d'autant plus que maintenant il y a vraiment une très grosse demande. Le nombre d'équipes de jeunes autour de nous se multiplie de semaine en semaine. Et justement, vous avez combien de licenciés? 153 licenciés féminines sur ce qui représente à peu près, je vais pas dire 20% des licenciés du club à peu près. Et voilà, avec, je sais pas, alors j'ai fait les chiffres il y a pas très longtemps, je crois que c'est 47 licenciés seniors, et puis le reste, ça fait 106 jeunes derrière, 106 jeunes entre 18 et 6 ans. Voilà. Et c'est également le cas pour vous aussi, José Torres, d'être sur cette même longueur d'onde, cette même perception? Nous, de toute façon, étant un club qui n'est pas aussi ancien, donc 2 ans d'existence. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de licenciés. Voilà. Petit à petit, on franchit des étapes. Oui, 14-17, les toutes petites qui sont jumeaux avec les garçons parce que c'est plus compliqué. On fait travailler sur les épaules. Voilà. L'objectif, il est que tous les ans, j'essaye de doubler mes effectifs. Ce qui était le cas cette année. L'année dernière, nous étions une cinquantaine. Cette année, nous sommes une centaine de filles. L'année prochaine, j'aimerais passer à 150-200 filles. Et pour augmenter ces effectifs, quelles actions vous allez entreprendre plus exactement? J'ai la facilité, je ne sais pas comment monsieur Emmanuel inscrit les études, mais moi j'ai la facilité d'être un peu au cœur des quartiers de Pau. Il y a beaucoup d'écoles qui sont limitrophes. On fait des journées découvertes, quartiers prioritaires, donc j'ai la chance de pouvoir recevoir beaucoup d'écoles dans des stages, et c'est lors de ces stages où on est toute petite, j'arrive à récupérer quelques vues, puis après, il ne faut pas se mentir, c'est surtout les copines qui appellent leurs copines, et puis qui font que l'effet de boule de neige, c'est et le bonheur et le malheur, parce que souvent quand une copine elle part aussi, il y a un groupe qui part, donc c'est très difficile à gérer. Mais bon, je pense que chez les garçons c'est un peu la même aussi, il y a pas trop de différence à ce niveau-là. C'est surtout le bouche à oreille, des flyers, des journées portes ouvertes, du rabâchage, du travail, tout le temps. Pour arriver, je pense, à ce que simplement les filles et les femmes savent que ça existe. Parce qu'une fois que un club ou une section a un pignon sur lui et que l'environnement le reconnaît, mais ce travail peut s'atténuer parce que les gens le savent. Et souvent, moi j'ai des jeunes filles là, qui arrivent surtout cette année, qui sont venues me voir et me dire est-ce que je peux prendre une licence parce que j'ai envie de m'essayer au foot, et
Jusqu'à présent, je ne savais pas que ça existait. Pourtant, maintenant, on a le FCPO, qui a un club qui a une section féminine. On a l'Aspire qui joue les hauts tableaux. Mais voilà. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ne savent pas que ça existe. Et pourtant, ça existe. Donc, nous sommes tous Tout à fait exact, oui. Oui, j'allais rebondir avec vous, Pascal Lamanière, mais à titre personnel, messieurs, comment vous êtes retrouvés dans le football féminin, Pascal Lamanière? Sincèrement, tout à fait par hasard, en fait. Moi, je suis à Arlac depuis très longtemps, depuis 1985. Donc, oui, je suis un vieux de la vieille. Et je sortais j'ai fait à peu près toutes les catégories. Là, je sortais de 2 années en senior catastrophiques sur le plan des résultats, sur le plan personnel. Enfin, c'était vraiment. Et j'étais prêt à arrêter le football. Mais sincèrement, voilà. Et puis le président de l'époque m'a dit, écoute, au lieu d'arrêter, moi je te propose de reprendre les féminines qui viennent de monter en division 2. Voilà, si ça t'intéresse. Et puis c'était en 92, vous voyez, j'ai mis les pieds dedans et puis j'y suis encore. Puis vous n'êtes jamais parti d'ailleurs, mais selon vous, quelles sont les particularités du football féminin? La particularité, alors moi déjà, pour s'occuper de football féminin, déjà il faut avoir un esprit militant. Il faut avoir au départ un esprit militant. C'est un peu, alors je vais pas dire que je suis pas zéro, hein, mais il faut avoir envie de s'occuper des causes perdues un peu. On en est un peu là encore. On en est encore un peu là. Excusez-moi, j'ai oublié votre question parce que je suis parti ailleurs. Non, je vous demandais quelles étaient les particularités du football féminin, oui, justement voilà, pour séduire les prochaines générations. Alors la particularité du football féminin, et c'est bien un peu la difficulté, le drame du foot féminin, c'est qu'il est beaucoup géré par des hommes, par des clubs masculins. Moi, j'ai la chance d'être dans un club qui est très sensibilisé au foot féminin. C'est pas le cas partout. Et la particularité, c'est qu'il y a tout à créer dans ce football. C'est-à-dire ? Comme le disait Monsieur Torres tout à l'heure, en fait, ce football-là, quand je disais que on peut pas attirer les dirigeantes. Hein, je parlais avec le football, il faut qu'elles cherchent autre chose parce que justement, il y a une identité à créer. Il y a des codes à créer, et ces codes-là ne peuvent pas être les mêmes que ceux des garçons. Le discours avec une équipe féminine n'est pas du tout le même qu'avec une équipe masculine. La gestion n'en est pas du tout la même. Les féminines sont sensibles à des choses qui n'intéressent pas les garçons et réciproquement. Et ce sont ces particularités-là qu'il faut respecter. Voilà, dans la vie de tous les jours, on ne se comporte pas avec un garçon comme on se comporte avec une fille, et réciproquement. Dans le football, c'est la même chose. Elles ont vraiment des sensibilités qui sont totalement différentes. Alors, quelquefois, ça simplifie pas la gestion, hein, je vous l'avoue, mais il faut le savoir. Et il faut le savoir, et puis surtout, il faut le respecter. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on respecte ça, les filles viennent jouer au foot. Et puis, comme disait Monsieur Torres, il y en a encore beaucoup, effectivement, qui ne savent pas que ça existe. Nous, on est dans une grande agglomération, et en fait, l'idée pour nous, ça a été d'afficher très vite qu'on avait des équipes féminines, parce qu'on est un club de garçons au départ, et les filles jouaient en mixité, comme on n'en avait pas au départ, pas beaucoup, donc elles jouaient en mixité. Et beaucoup de filles donc refusaient de venir jouer au foot parce qu'elles savaient qu'elles allaient jouer contre des garçons dans des équipes de garçons. À partir du moment où on a pu afficher clairement que l'on avait des équipes de filles, où il n'y avait que des féminines, peu importe qu'elles jouent contre des garçons ou contre des filles, ça c'est pas tant ça qui les gêne. Mais elles n'étaient dans le vestiaire que des filles, ensemble, une bande de copines qui vont jouer au football. Et à partir du moment où on a eu affiché ça, ça roule quoi. Ça roulait tout seul après derrière. Et José Torres, vous êtes d'accord avec Pascal Lamanière ? Ah mais de toute façon, oui. Nous les Bleuets, puisque, comme je vous disais précédemment, ce sont bien 2 clubs distincts. J'avais, au tout départ, quand je suis arrivé dans le président, tout était lié. Filles, garçons, il y avait très peu, c'était très pauvre le nombre de filles qui venaient.
Aujourd'hui, en garçon, il y a environ 470 garçons, une centaine de filles qui ont leur appartenance. Oui, cette séparation a fait que, malgré tout, elles vont jouer avec les garçons, ça ne leur pose aucun problème, mais voilà, elles savent qu'elles ont leur identité, leur moment, leur vestiaire, leurs habitudes. Ça, il faut le respecter parce que ça fait partie intégrante du sport féminin. Je reviens à votre question précédemment, comment je suis moi venu vers le foot féminin. C'est que déjà à la base, quand j'ai été élu président des Bleus dans le club de garçons, je ne suis pas issu du football. Je n'ai jamais été issu du football. Moi, je viens d'un sport qui est le volleyball. Et la sensibilité féminine, je la connaissais déjà depuis bien longtemps. J'ai entraîné depuis de longues années. Je rêvais dans mon petit coin de créer cette entité féminine. C'était dur, c'est très dur parce que le volley, à contrario, il y a plus de filles que de garçons qui jouent au volley, et c'est l'inverse. Et j'ai vite compris, moi, ce que les femmes pouvaient amener, les filles pouvaient amener comme richesse dans un club de garçons, et tout ce que cela pouvait générer en positif. Et je l'ai vu dès l'année dernière, le nombre de licenciés qui a augmenté, la quête du respect du niveau. Tout cela a engendré l'arrivée ces filles ont engendré tout ça. Voilà, ça, c'est une réalité. Et maintenant, je pense que oui, on n'a pas le choix. Enfin, en tous les cas, moi, ma position, je n'ai pas le choix de au plus vite d'atteindre les plus hauts niveaux que l'on peut atteindre, tout simplement pour se faire connaître. On n'est pas sur la quête de la Ligue 2, la V2, la Ligue 1. Oui, on veut toujours aller au-delà, mais c'est surtout se faire connaître et pouvoir permettre à toutes les filles qui ne connaissent pas ou qui ne peuvent pas accéder à ce sport de se dire que ça existe. C'est là, c'est à côté de chez toi. Et il y a plein de clubs qui font du foot à 8, oui, c'est vrai. Nous, on y était l'année dernière, cette année, on est passé au foot à 11 parce qu'on va accéder à autre chose pour se faire connaître, pour permettre aux filles de dire on existe. C'est à elles après à prendre le pouvoir et les rênes. Selon vous, elles doivent faire davantage leur preuve ou pas du tout? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Non, les femmes n'ont pas à faire leur preuve. C'est simplement dire que ça existe et qu'elles ont la possibilité d'accéder à ce sport. Voilà, qu'il n'y a pas d'interdit. Mais je pense que souvent, elles se mettent des interdits là où il n'y en a pas. Parce que, en finalité, je pense que tous les clubs de France et de Navarre acceptent complètement que les femmes viennent jouer au football. Aujourd'hui, c'est un sujet. Donc là, je n'ai pas vu de club environnement qui me disait non, on ne veut pas de filles. Je n'ai jamais entendu ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas ces filles qui se mobilisent d'elles-mêmes peut-être pour aller faire leur sport. Messieurs, on va continuer cette émission avec notre troisième reportage qui est consacré à un club mythique du championnat de France féminin. Vous le connaissez bien, c'est l'ASJ Soyaux. Corinne Diacre, Corinne Petit ou encore Candy Herbert y sont passées. De grandes joueuses ont y joué. Immersion au sein de ce club avec Cédric Gossens. Claude Faure, donc je suis actuellement le vice-président de l'association ASJ Soyaux, donc la partie amateur. Ce n'est pas moi qui ai créé le club. Il existait une équipe féminine qui jouait 2 fois par an lors des fêtes locales. Et puis, à un moment donné, dans l'année 1967, les filles ont demandé à avoir des entraînements. On appartenait à l'AS Soyaux, c'était le club masculin. Les dirigeants ont été d'accord pour que les filles s'entraînent à condition de trouver des entraîneurs. Et comme j'étais junior dans le club, que je jouais dans le club, ils nous ont demandé à des jeunes si on voulait bien prendre l'entraînement. C'est comme ça que ça a démarré, puis ça n'a jamais fini. On a ouvert notre première école de foot en 1975. Et à part Bergerac, qui n'est pas trop loin, je crois qu'en France, il n'y en avait pas d'autres. Et on a eu la chance tout de suite d'avoir des très bonnes joueuses, de très bonnes jeunes joueuses comme Bernadette Constantin, qui ont été les locomotives de cette école de foot. Et cette avance qu'on a prise dans la formation, on l'a gardée des années et des années. L'AS Soyaux, donc à l'époque, a participé au championnat de France dès la saison 78-79.
avec certains succès, puisqu'en 1980, l'année où il y avait un championnat de France sur toute la saison, le club s'est retrouvé en finale, donc était vice-champion de France, a joué contre le grand Stade de Reims de l'époque. Et c'est 2 ans plus tard, en 1982, que les garçons souhaitaient se séparer un peu de la section féminine. Et à ce moment-là, nous avons donc monté un club uniquement féminin. Et on était peut-être pas le premier en France, mais pas loin. Et aujourd'hui, on est toujours club uniquement féminin et au plus haut niveau, il n'y a plus de... En 1982, le jour où les garçons se sont séparés des filles, on était demi-finaliste du championnat de France. On avait loupé la qualification pour la finale. On était déjà au plus haut niveau. De 1980 à 1989, sur ces 10 saisons, nous avons été une fois champion de France en 1984, 4 fois vice-champion et 4 fois demi-finaliste. Nous avons été aussi une nouvelle fois vice-champion de France en 1996, où nous avons terminé à la 2e place derrière Julie. Ensuite, le football, au fur et à mesure, s'est professionnalisé. Ça nous a bien sûr mis un petit peu plus dans la difficulté, parce que le Soyaux, c'est une petite ville. Mais nous avons toujours réussi à nous maintenir dans la première moitié du classement jusqu'aux années 2006. L'équipe est devenue professionnelle la saison 2017-2018. Une date qui est quand même très importante, c'est la création de la SAS au 1er juillet 2020. Voilà. La SAS prend tout le côté professionnel et l'association prend toutes les autres équipes. Des 6 ans à notre équipe senior qui évolue en R1. Nous, on souhaiterait au plus profond de notre cœur, c'est que notre équipe Fagnon reste en D1 national. Même si on s'en occupe plus, c'est quand même notre équipe. C'est l'équipe qu'on a envie de voir évoluer au plus haut niveau, qui nous fait vibrer par son jeu. C'est nous qui avons fait le plus grand nombre d'années au plus haut niveau. On est juste devant Lyon et je crois qu'on n'a qu'une seule année d'avance, donc il faut qu'on se maintienne. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'entendre une fois Canal+, lors d'un match, et plus récemment encore Julie Gaillet le dire, Soyaux, c'est un club mythique. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux ? C'est un modèle inspirant pour vous, José Torres, ce club ? Oui, j'en suis très très loin. Je pense que le club de Pascal Lamanière, il est beaucoup plus proche que moi. Moi, dans la réalité, je voudrais accéder à la R2, la R1 dans les 3 ans à venir. C'est une grosse ambition, monter tous les ans. De là à parler de... J'en suis très très loin. M'inspirant, oui, c'est très beau, c'est magnifique, ça me fait penser un peu au club des Bleuets. Voilà, garçon, nous, on a 100 ans d'histoire. C'est un peu le même reflet. On n'a pas été champion de France, on n'a pas gagné tout ça parce qu'on a créé un moment donné le PFC parce que c'était pas dans nos fonctions et nos convictions. Mais voilà, c'est une très belle histoire. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre club ? Est-ce que vous avez envie d'aller dans cette même direction que ce modèle ? Complètement. Oui, ça, c'est le but à obtenir, c'est les filles d'abord qui le disent. Elles veulent absolument progresser, monter. C'est pour ça que je pense que j'ai des équipes en bonne santé. Il faut après essayer de pérenniser ça parce que l'art, il n'est pas de monter, il est de résister et de tenir. Donc tous les ans, il faut travailler pour accéder et peut-être vous, ce ne sera pas moi, ce sera une autre personne, mais pouvoir avoir ces belles images. Pascal Lamanière, ce club mythique, ça vous inspire aussi ? Ah ben forcément, moi c'est un club que je connais depuis que je m'occupe du football féminin. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est quand même à mon avis je pense que c'est le doyen des clubs français de D1. C'est quand même un club qui a sorti un nombre d'international pour un club amateur de
de son club amateur comme Soyaux a sorti un nombre d'international qui est quand même assez incroyable. Voilà, c'est un club qui fait, c'est un peu le village de Gaulois, le village d'Astérix au milieu des grosses écuries de D1. Moi, je suis admiratif de leur travail. Bon, Monsieur Torres dit qu'on en est prêt. Effectivement, on en est prêt parce que le niveau auquel on joue n'est pas très très loin. Mais en termes de structure, de fonctionnement et de moyens, on en est encore très loin. Non, c'est un club. Moi, je suis admiratif. Je suis toujours admiratif de ce club-là. C'est dépenser, parce que je peux vous garantir que je pense que c'est pas vice-président, Monsieur Faure ou Benoît Le Tapissier, le président, qui me démentiront. Pour maintenir ce club-là à ce niveau-là, il faut une énergie colossale. Et on n'a pas eu d'énergie qu'il faut. Mais voilà, et j'espère aussi qu'il va s'installer longtemps, et surtout qu'on va le laisser s'installer là. Voilà. Et est-ce que ça donne envie au FC Mérignac-Arlac de suivre ce parcours de ce club ? Alors le parcours, oui. Jouer en D1, on en est très loin. Hein. Cette saison en D2 est déjà très 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 compliquée. Le niveau, on le connaissait, il s'est élevé d'année en année. Le niveau du football féminin s'est élevé. La division 2, moi je l'ai connue la dernière année, c'était 2015-2016. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Là, le niveau s'est vraiment vraiment élevé. Le niveau des joueuses s'est élevé également. Donc suivre la même trajectoire, oui. Accéder à la D1, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais si on peut suivre la même trajectoire, oui, bien sûr. C'est un club inspirant, forcément. D'autant plus que c'est un club qui ne doit rien à personne, qui s'est construit tout seul, voilà, et qui n'a certainement pas les mêmes moyens que les grosses écuries de D1 contre qui il joue. Et quand vous parlez de trajectoire, vous parlez aussi d'agrandir les infrastructures, voilà, d'augmenter le nombre de licenciés, accroître la section féminine ? Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on rentre dans d'autres considérations. On n'est pas propriétaire des installations. Vous savez, on a déjà 2 synthétiques et 3 terrains en herbe, et ils sont complets. Ils sont déjà occupés depuis le lundi soir 17h jusqu'au vendredi 21h, y compris le samedi de 14h à 17h. Voilà, donc on a des difficultés à caser d'autres équipes là pour avoir des créneaux d'entraînement, c'est très très compliqué. Et en plus, on est les seuls utilisateurs des installations. Vous voyez, donc c'est très difficile. Si on pouvait augmenter le nombre de licenciés, oui, je pense qu'on le ferait. Mais voilà, il va falloir que la mairie pousse les murs un petit peu. Pour l'instant, on a de très bons rapports avec la mairie. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Merci messieurs José Torres et Pascal Lamanière d'avoir été avec nous sur ce plateau de LFNA TV pour parler du football féminin, en tout cas pour le mettre en lumière, et c'est important. On va, avant de nous quitter, bien entendu, sachez que c'était notre dernier rendez-vous du lundi. Un nouveau format va prendre forme chez LFNA TV. Dès dimanche prochain, rendez-vous à 18h30 pour une émission d'1 heure. Tous les matchs, résultats, classements et reportages avec de nombreux invités pour débattre de l'actualité football. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur nos réseaux sociaux YouTube et Facebook LFNA TV. Belle semaine, salut.